Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve pour la nouvelle foire aux questions de la chaîne qui va être très dense, donc on va se jeter dedans tout de suite. On va commencer par deux questions qui sont en thème au sujet des bougies. Donc première question qui m'a été posée par quelqu'un qui s'appelle, je vais écorcher le pseudo, c'est nanananana. Je ne sais pas combien il y a de nanana. C'est un pseudo original et du coup je ne l'ai pas noté correctement. Qui m'a demandé pourquoi ne faut-il pas souffler sur la flamme d'une bougie. Parce que j'avais dit ça dans une vidéo précédente et visiblement ça l'a un peu intrigué. Alors, la flamme d'une bougie, on ne souffle pas dessus. Parce qu'on part du principe qu'elle matérialise un élément qui est l'élément feu forcément, et que par conséquent on ne doit pas la détruire avec un autre élément, le souffle étant l'élément air. Par conséquent, détruire un élément par un autre, c'est montrer qu'un élément est plus fort que l'autre et c'est une insulte pour l'élément détruit. Donc en général, on va utiliser quelque chose de tout à fait neutre, on va étouffer la mèche, c'est-à-dire qu'on va la priver d'oxygène. Donc là, on ne fait pas entrer en jeu d'autres éléments purement matérialisés. Donc on en général avec un éteignoir, on la pince entre les doigts. Alors on les mouille, mais c'est pas franchement de l'eau parce qu'en fait c'est pas l'eau qui éteint la flamme, c'est le pincement. Il y a des petites pinces aussi, des pinces à mèche qui existent pour boucher les bougies. Si vous avez une bougie dans un bocal, vous pouvez mettre un couvercle de confiture dessus. Enfin bon. Voilà, c'est une question de respect pour l'élément feu. Voilà pour la première question qui était donc très rapide. Deuxième question toujours autour du thème des bougies, qui m'a été posée par Mia, qui m'a demandé pourquoi ne doit-on pas réutiliser les bougies d'un charme. Alors Mia, on ne réutilise pas les bougies d'un charme parce qu'on les charge lors de ce charme, on les charge de l'intention du charme et par conséquent ces bougies, elles sont dévolues à ça et uniquement à ça. C'est-à-dire que si tu réutilises tes bougies dans un autre charme, elles vont y apporter la charge du charme précédent. Et du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va être complètement embrouillé d'énergie et qui au final ne voudra plus rien dire. Donc on change de bougie, histoire d'utiliser quelque chose de totalement vierge d'intention et de montrer donc qu'on part sur des bases nouvelles et des bases saines pour construire une nouvelle intention. Donc c'est la raison pour laquelle on ne réutilise pas les mêmes ingrédients, à part les pierres, mais qu'il faut purifier entre temps. Pour justement les remettre à zéro, entre guillemets. C'est un petit peu comme si tu réutilisais, je vais dire une horreur, la pâte de ta tarte pour faire une autre pâte derrière. Elle aura déjà cuit une fois, du coup ta tarte, tu fais une tarte aux prunes, tu récupères les prunes, tu manges tes prunes, tu mets des fraises, tu refous au four, ta tarte aux fraises elle va être ignoble quoi, ça va être une pâte 2 fois cuite qui va être chargée de prunes, de jus de prunes, enfin tu vois l'idée, hein. C'est un peu la même idée pour les bougies, elles sont trop chargées. Alors, c'est vrai que c'est du gaspillage des fois. Donc ce qu'on peut faire, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est d'utiliser des toutes petites bougies. Alors soit on trouve des petites bougies toutes fines qui sont à peu près de l'épaisseur d'un doigt, j'aurais dû en amener elles sont dans la pièce à côté, j'en ai. On les trouve beaucoup en Angleterre, ces bougies-là. En France, c'est un petit peu plus compliqué. On en trouve quand même dans des boutiques comme Habitat. Moi, j'avais trouvé les miennes à Habitat et Maison du Monde. Donc c'est des bougies qui sont un peu plus grosses que des bougies d'anniversaire, beaucoup plus petites que des chandelles et qui du coup brûlent beaucoup plus vite et ça fait moins de gaspillage. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des bougies chauffe-plat. Il y a maintenant des bougies chauffe-plat qui sont colorées. Alors là où ça reste embêtant, c'est si on a besoin de les oindre, d'avoir une bougie sur laquelle on va tracer des segments, des choses comme ça, ça va être un peu compliqué. Moi ce que je fais, c'est que je coupe mes bougies. Donc quand je sais qu'un rituel va me prendre très peu de temps, je vais couper ma chandelle. Donc par exemple pour une bougie entière, je vais faire 3 petites bougies, je vais la couper en 3 et ça permet de fractionner un peu la chose. Alors c'est pas un problème du tout du moment que votre bougie n'est pas consacrée. Vous la coupez et vous consacrez ensuite les 3 morceaux séparément, du coup en tant qu'entité entière. Sinon vous pouvez aussi faire vos bougies vous-même. Moi je le fais quand j'ai le temps, ça marche très bien aussi. Il existe des moules où vous les faites dans des, par exemple, je sais pas, dans des petits ramequins, des pots de yaourt, des choses comme ça qui sont assez... Un pot de yaourt en verre, pas en plastique, ça fond. Donc des choses assez petites pour essayer d'économiser au maximum votre cire. Qu'est-ce qu'on fait du coup des bougies quand on les a déjà utilisées et qu'on les a pas finies? Alors vous avez plusieurs solutions, ça c'est une question que je rajoute du coup parce que je sens qu'elle va venir celle-ci. Alors vous avez plusieurs solutions, certains les enterrent, moi j'aime pas l'idée.
parce que la plupart des bougies qu'on utilise maintenant utilisent de la paraffine synthétique et des colorants artificiels qui peuvent détériorer la nature. Donc si vous avez des bougies en cire d'abeille, allez-y, enterrez-les. Sinon, non. Alors moi, ce que je fais des fois, c'est que je les réutilise pour la déco de la maison. C'est-à-dire que quand je les allume en repensant à mon charme. C'est une manière de le cultiver en fait. Donc ça va pas forcément à l'encontre du lâcher prise parce que j'y repense simplement en allumant ma bougie et je laisse les choses suivre leur cours. C'est un petit peu comme un petit rappel. Ah oui, j'ai fait ça. Tiens, je me rappelle. Je le rallume. Sinon, pour un charme que j'ai pas envie de raviver, je les refonds et je refais une nouvelle bougie. Et ainsi, je recrée une nouvelle entité, je mélange, je purifie lors de ma cuisson. Je trace des runes notamment ou des sigils dans ma cire fondue. Et donc je recrée une nouvelle bougie à partir des anciennes. J'évite le gaspillage. Je suis une sorcière qui recycle. Alors, troisième question. Donc, qui m'a toujours été posée par la personne qui s'appelle Nananana, qui m'a demandé: est-ce que le fait d'avoir des objets magiques aide? Est-ce que c'est une façon de visualiser ses pouvoirs pour y croire plus fort? Alors oui, en quelque sorte. C'est un petit peu cette idée-là. Le fait d'avoir des objets magiques peut aider, effectivement. Alors, on est aujourd'hui confronté par un effet de mode, encore une fois, actuel, qui est on sort un petit peu du matérialisme de la société de consommation pour se tourner vers des valeurs un petit peu plus épurées, notamment basées sur le concept japonais. Si les gens qui sont allés au Japon comprendront tout de suite ce que je veux dire. En se détachant de plus en plus des objets et de la nécessité matérielle qu'on a de les utiliser. Cela dit, les objets peuvent quand même être d'une grande aide. C'est-à-dire qu'on va prendre mon exemple préféré quand je parle de magie pour comparer, c'est la cuisine. Pour faire un gâteau, non, vous n'avez pas besoin du super robot Magie Maximix 2016 à 800 000 € le millimètre carré. Vous n'avez pas besoin d'un fouet en titanium avec des diamants incrustés sur le manche. Vous n'avez pas besoin d'une poche à douille en coton d'Égypte extraordinaire avec des douilles qui font des petits dessins, des choses comme ça. Si vous voulez faire un gâteau, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez avoir besoin d'une cuillère en bois et d'un bol, ça peut vous suffire. Seulement, d'avoir tous ces outils, ça peut vous faciliter la vie. Et ça peut vous permettre de relâcher certaines choses. C'est-à-dire que d'avoir un batteur électrique, ça va vous permettre de relâcher votre bras pour battre vos œufs en neige. D'avoir certains outils, ça va vous permettre de vous concentrer un petit peu moins dans votre intention parce que vous allez y apporter un outil qui va lui-même être connoté d'une certaine intention ou un ingrédient ou un objet, etc., etc. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête, rompre un lien avec quelqu'un. Vous pouvez très bien faire ça sous forme de méditation. Mais vous pouvez aussi prendre une cordelette que vous allez couper avec votre atamé, symboliquement. Ça va vous permettre d'avoir une approche un petit peu plus simple pour vous, de vous concentrer peut-être moins, de laisser moins votre esprit vagabonder, parce qu'en coupant la cordelette, vous allez rendre votre geste matérialisé. Donc pas forcément besoin d'avoir des outils chers, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, d'avoir des outils alambiqués pour faire bien, pour être classe. Mais c'est vrai que les outils, ça peut aider à matérialiser certaines choses. C'est pas indispensable, rien n'est indispensable en magie, mais ça peut quand même être quelque chose qui peut vous faciliter un petit peu la vie. En tout cas, pour ma conception à moi des choses. Donc voilà pour ta question. J'espère y avoir répondu. Ensuite, une question du hurleur de foudre qui me l'a posée il y a un bout de temps, à laquelle j'ai pas répondu, et à qui je vais dire encore un très 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 grand merci, il saura pourquoi. Il m'a demandé comment lâcher prise quand on fait une amulette. Quelque chose de très très pertinent et auquel j'avais jamais vraiment pensé. Parce qu'il me dit que c'est très difficile de lâcher prise quand on a fait une amulette, puisque cette amulette on la porte et qu'elle nous fait penser au sort en permanence, forcément, puisqu'on l'a sous le nez. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait pertinent et c'est tout à fait exact. C'est vrai, après tout, on fait une amulette, on la porte sur soi, elle nous rappelle notre sort en permanence. Alors le lâcher prise, c'est pas nécessairement ne plus du tout penser au sort. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure quand je disais que je rallumais mes bougies de temps en temps, que ça n'allait pas à l'encontre du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est laisser les choses suivre leur cours. C'est pas forcément les oublier. C'est-à-dire que ton amulette, une fois que tu l'as faite, tu l'as chargée, l'avoir sur toi,
la regarder, ça va être un moyen de te dire « Ah oui, tiens, j'ai fait ce sort. Bon, c'est bien, il suit son cours. » Si ta pensée, elle suit ce cheminement-là, tu vas pas du tout à l'encontre de ton lâcher-prise, puisque tu n'interfères pas plus avec les énergies que tu as déjà mises dans l'amulette. Tu te rappelles simplement que ces énergies sont là. Par contre, là où ça peut poser problème, c'est quand à chaque fois qu'on a l'amulette, on prend « pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche !» Là, on en remet une couche et on rebloque les choses. Donc, si vous conservez une amulette, pour ne pas aller à l'encontre de votre lâcher-prise, essayez d'avoir confiance en elle et de vous dire que les choses sont lancées et que vous n'y pouvez plus rien. Laissez le destin faire. Et à partir de là, techniquement, vous ne devriez pas aller à l'encontre du lâcher-prise et vous ne devriez pas bloquer les énergies. J'espère avoir répondu à tes questions. C'est des questions courtes aujourd'hui, involontairement, il y en a beaucoup, donc on y va de manière directe. Une question qui m'a été posée par Marie. Marie m'a demandé si un esprit du foyer pouvait changer de caractère, en mettant entre guillemets, parce qu'elle m'a expliqué qu'elle se sentait bien dans sa maison avant et depuis quelque temps, plus maintenant, et qu'elle n'avait pas l'impression pourtant d'avoir fait quelque chose qui n'allait pas par rapport à l'esprit du lieu. Alors, il faut savoir que les esprits sont souvent des êtres assez capricieux et pas forcément très faciles. Pensez à l'histoire notamment du cordonnier. Vous connaissez le conte du cordonnier ? Donc ce cordonnier hyper fauché qui était en train de complètement perdre son affaire dans la misère la plus totale et qui va se coucher avant d'avoir fini sa paire de souliers parce qu'il n'a pas les matériaux nécessaires et qu'il est désespéré, et qui au matin trouve sur sa table de travail une paire de souliers magnifique, terminée, somptueuse, qu'il va pouvoir vendre très cher et qui va lui permettre de conserver sa fortune. Alors ces souliers ont été faits par des petits lutins la nuit qui sont venus l'aider et qui vont faire ça chaque nuit pendant un certain temps. Et le cordonnier va être tellement content et tellement satisfait qu'il va essayer de voir qui fait ça. Alors la nuit, il se lève en silence, il va se cacher, et là il les voit à l'œuvre, les petits lutins, et il découvre avec stupéfaction et horreur qu'ils sont presque nus et qu'ils sont habillés avec des guenilles dégueulasses, toutes déchirées, avec des trous. Il se dit, mais les pauvres malheureux, ils doivent avoir froid, c'est affreux ce qui leur arrive. Oh là là, ils me rendent tellement de service, qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Avec l'argent qu'il a pu gagner pour les souliers, avec une partie de l'argent, le lendemain, il va leur acheter des vêtements et il leur laisse des petits vêtements. Résultat des courses, les lutins découvrent les vêtements, ravis les portent et s'en vont pour ne plus jamais revenir. Alors, c'est pas une preuve d'ingratitude de la part des esprits, c'est simplement que quelquefois, quand on récompense trop les esprits, ils ont tendance à se vexer. Alors c'est un truc qui pour nous est complètement bizarre, parce que nous, au contraire, plus on nous remercie, plus on est content. Il faut savoir que l'esprit ne fonctionne pas du tout de cette façon-là, et que trop de remerciements, trop de gratitude peut lui signifier qu'il en fait trop, et donc il en fera moins, voire il partira. On retrouve d'ailleurs ce concept dans Harry Potter, si vous avez lu, on donne un vêtement à l'elfe de maison pour le libérer de ses fonctions. Par la récompense, quelquefois on libère des fonctions. On a pas mal de contes, alors dans mon pays, en Auvergne, en Creuse, voire même en Angleterre, où on conseille toujours quand une fée fait un don à quelqu'un de ne jamais la remercier, sinon son don se transformera en cendre. Donc, alors pour nous, ça nous semble complètement bizarre, on a besoin de remercier. Les esprits n'ont pas besoin de remerciements. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de compensation pour leur travail. Certains esprits, on leur laisse à manger pour les faire rester, pour les lier à la maison, en fait. C'est pas une récompense, c'est une ligature. Moi, quand je donne à mon domovoy tous les soirs et tous les matins un fragment de mon repas, c'est pas parce que je veux le remercier d'être là, c'est pour le lier à moi. Il mange la même chose que moi. On est lié par la substance. On a mangé la même chose. Il a mangé un fragment de ce que j'ai mangé. J'ai sacrifié un fragment de ce que j'étais censée manger pour le lui donner. Donc je le lie à moi. Vous voyez ? C'est pas une récompense. D'ailleurs, il n'a pas grand-chose à manger. Sinon, j'espère qu'il a un petit estomac, mon domovoy, parce qu'il va pas aller loin comme ça. Donc, vous voyez, c'est quelquefois, il peut y avoir des choses un peu curieuses. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vais plutôt te conseiller, Marie, excuse-moi, j'avais oublié ton prénom. Je vais plutôt te conseiller de l'oublier un petit peu, ton esprit des lieux, et de l'ignorer.
quelques temps pour lui montrer qu'il a encore une utilité et que justement, c'est pas en faisant sa mauvaise tête qui palliera la récompense. Tu as sans doute trop récompensé ton esprit des lieux. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mal, hein, parce qu'il faut savoir que on n'a pas du tout la même conception du bien et du mal entre les esprits et l'humain. On est dans une vision, nous, de prêter pour un rendu. Eux ne sont pas du tout dans cette optique-là. Donc, il ne faut pas voir ça comme une punition que tu vas lui faire, mais comme un rééquilibrage de choses qui ont peut-être été déséquilibrées. Alors, je dis pas que c'est ça, parce que je sais pas exactement comment tu as entretenu tes rapports avec lui. Mais je sais pas si tu as donné beaucoup de choses, tu as fait beaucoup d'offrandes, beaucoup de ritualisation, de choses comme ça. Mais ça peut être un des facteurs qui ont fait qu'il a boudé. Tu lui en as donné trop. Sinon, si c'est pas le cas, ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'essayer de lui demander à voix haute des signes pour savoir pourquoi il fait la tronche, pourquoi l'atmosphère de ta maison a changé. Souvent, quand on formule un désir à voix haute, on va obtenir la réponse en rêve sous forme symbolique ou dans des idées qui vont surgir brusquement, pas forcément tout de suite, mais quelques temps après. Formuler les choses à voix haute, ça permet quelquefois de débloquer un processus qu'on ne débloque pas forcément quand on les formule par la simple pensée. Voilà les 2 pistes que je peux te donner. Si jamais ça colle pas, que tu as envie de me donner des détails supplémentaires, t'hésites pas, tu les mets en dessous, on essaiera de voir ça, voir si on peut diagnostiquer un petit peu cet esprit capricieux. Enfin, question suivante. Enfin non, il en reste encore 3. Donc, question suivante qui m'a été posée par Mia. Mia m'a demandé ce que je pensais des éclipses lunaires et des lunes noires pour la pratique, parce qu'elle avait lu des informations complètement contradictoires à ce sujet et qu'elle se sentait un peu perdue. Alors Mia, je suis passée par là. Parce que quand j'ai commencé, moi la première fois que j'ai lu des choses sur la Lune, j'avais pas 36 bouquins, j'en avais qu'un seul, c'était Grand Albert. Donc le Grand Albert, 13e siècle, hein, voilà, le bouquin qui te dit prenez de la fiente de chauve-souris et de la corne du pied d'un bœuf, voilà. Apprendre et trier abondamment. Mais qui avait quand même des choses très intéressantes sur les correspondances planétaires, donc c'est pour ça que c'était ma source. Qui lui me disait la lune noire on oublie, on pratique pas parce que c'est pas bien, c'est mal. Et effectivement, c'est ce qu'on voyait dans pas mal d'ouvrages il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, depuis 6-7 ans, on trouve dans les ouvrages de New Age qu'au contraire, la lune noire, ça peut être utile pour les nouveaux commencements, pour les nouveaux départs, pour les choses comme ça, parce que c'est une page blanche, la lune n'étant pas visible dans le ciel, c'est une page vierge sur laquelle on peut commencer à écrire des choses. Alors forcément, on se retrouve face à des choses contradictoires à ce sujet-là. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire comme vous le sentez, avant tout. Parce que la lune noire, ou ce qu'on appelle la nouvelle lune, c'est un passage qui a des effets très différents sur les gens, comme la pleine lune. Il y a des gens qui dorment très mal pendant la pleine lune, notamment, et donc qui, du coup, sont pas trop enclins, qui se sentent pas bien lors de la pleine lune, donc qui sont pas trop enclins à pratiquer. Et il y a des gens chez qui cet effet va se ressentir au moment de la nouvelle lune. C'est mon cas. Alors moi, la nouvelle lune, ça me fout en vrac systématiquement. Je suis bonne à rien. Du coup, forcément, je pratique jamais la nouvelle lune. Pour moi, c'est complètement tabou. C'est pas la peine d'y penser. Je sais que ça foirera. Donc, c'est même pas la peine. Si vous, c'est pas votre cas, qu'au contraire, à la nouvelle lune, vous vous sentez boostée, pleine d'énergie, pourquoi pas en profiter pour lancer des projets à ce moment-là. Et si au contraire c'est la pleine lune qui vous colle à plat, ne pratiquez pas lors de la pleine lune. On adapte en fonction de soi, en fonction de ses ressentis. Alors en général, on a tendance à dire que puisque la lune n'est pas là dans le ciel, c'est des périodes de confusion. Et du coup, c'est pas terrible de jeter des sorts à ce moment-là, parce qu'ils ont tendance à retomber comme un soufflet quand on nous le faut. Oui, je fais beaucoup de métaphores culinaires aujourd'hui. Mais bon, après, il y a des choses qui peuvent très bien marcher si votre énergie à vous, elle est en adéquation avec la phase lunaire. Donc voilà, moi c'est non, mais ça ne veut pas dire que c'est non pour tout le monde. Au sujet des éclipses lunaires, c'est un peu la même chose. L'éclipse lunaire, c'est un moment particulier, donc où la Terre passe entre la Lune et le Soleil et projette son ombre sur la Lune. Donc c'est plus clair de lune, c'est clair de terre, quoi. C'est là, on se voit, on a presque l'impression que là, ça donne un éclat très 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 curieux au ciel, une espèce de lueur orange, presque rouge sang. Moi, ce sont des moments qui me mettent profondément mal à l'aise. Les éclipses lunaires,
Ça me fait comme la nouvelle lune, ça me colle en vrac, mais complètement, ça me fout des angoisses. C'est un moment que je vis toujours assez mal. Même quand je sais pas qu'il va y en avoir une, quand je me sens comme ça, je regarde dehors, je me dis tiens, il doit y avoir une éclipse. Et en général, ça rate pas. Je vois du rouge partout, je me dis ah oui, d'accord, effectivement, c'était ça. Donc moi, je ne pratique pas lors des éclipses. Mais si au contraire, vous, c'est un moment... Alors c'est un moment qui est souvent... très magique, très chargé de magie, du coup, vu que les deux astres, Terre et Lune, sont plus proches que jamais, on va dire, en termes de symbolisme, pas en termes géographiques. Donc, ça peut être un moment intéressant pour pratiquer la magie. Moi, je le sens pas, donc je ne le fais pas, mais bon, à vous de voir comment vous vivez ces moments-là, pour voir si vous allez les mettre à profit dans votre pratique ou pas. Donc encore une fois, alors je réponds pas forcément très honnêtement à la question, mais il y a des questions auxquelles vous devez répondre, enfin, vous-même en quelque sorte. Alors, Pierre Roca m'a demandé, quand on purifie un intérieur, par exemple avec de la sauge, comment être sûr qu'on ne chasse que le négatif et pas les esprits du lieu qui se promènent dedans. Alors c'est vrai, ça peut sembler un peu curieux. Alors tout simplement parce que si vous avez créé un lien avec vos esprits des lieux, vous n'avez pas l'intention de les chasser. Par conséquent, vous n'allez pas les chasser. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, si vous... les esprits des lieux sont pas complètement stupides, ils savent reconnaître quand une intention s'applique à eux et pas aux autres. Et ils vont savoir si ce que vous dites s'adresse à eux ou à quelqu'un d'autre. Si vous dites à votre chien « dehors !», votre fils va pas sortir derrière. Votre fils, il va comprendre que vous parlez à votre chien, et il va pas suivre le chien en étant chassé. Donc, c'est un peu la même chose pour les esprits des lieux. Moi, quand je dis, quand j'ai souvent des chats qui rentrent chez moi, quand je gueule sur les chats en disant « sors de là !» et pourtant qui est la même injonction que j'utilise pour dire à mon lapin d'arrêter de bouffer les fils de ma box internet, ma lapine ne sourcille pas d'une oreille. Parce qu'elle a parfaitement conscience que cette injonction ne s'applique pas du tout à elle, déjà parce qu'elle n'est pas en train de faire une connerie et qu'elle est tout à fait consciente de faire des conneries, et ensuite parce qu'elle voit bien que je ne m'adresse pas à elle. Les esprits des lieux, c'est la même chose. Si vous vous sentez mal parce que vous avez quelque chose de néfaste à cacher, que vous avez envie de chasser le négatif, vous allez axer votre attention sur dehors le négatif, et du coup le positif ne se sentira pas concerné. De plus, tout ce qui est fumigation de sauge, sel, etc., n'a d'effet que sur les choses qui vous sont hostiles. C'est-à-dire que la sauge va protéger celui qui l'utilise contre des choses qui seraient hostiles envers lui. Par conséquent, tout ce qui n'est pas hostile à vous n'a aucune raison de se sentir menacé par de la sauge. Bien au contraire. Donc, pas de crainte de ce côté-là. Quand on a l'intention et quand on sait qui on veut chasser et ce qu'on veut chasser, on ne va pas chasser le reste. Il n'y a pas de souci. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez fumiger votre maison à la sauge autant que vous voudrez. Le positif ne s'en verra pas mis dehors pour autant. Et enfin, dernière, c'est pas une question. J'ai reçu un commentaire hargneux. Alors, qui a disparu? Parce que la personne a dû se rendre compte que c'était particulièrement malvenu. Il y avait beaucoup de points d'exclamation. Vous savez, quelqu'un de très en colère. Sur la vidéo que j'avais fait sur les pierres et notamment leur entretien. Parce que j'ai osé dire que je n'utilisais pas l'eau de pluie parce qu'elle est chargée de pesticides et de tout un tas de saloperies. Et que j'utilisais l'eau du robinet. Et qui monte au créneau en me disant que l'eau du robinet c'était diabolique, que c'était mal. Et que l'eau de pluie c'était naturel. Oui. La fiente de mon lapin, elle est naturelle aussi, je vais pas aller nettoyer mes assiettes avec pour autant. Donc tout ce qui est naturel n'est pas forcément magnifique, attention à ça. Et qui m'a dit donc, comme argument imparable à son raisonnement, de toute façon dans l'eau du robinet il y a du calcaire. Alors, si vous avez déjà vu une pierre brute, vous avez pu constater que les pierres brutes ne naissent pas telles quelles dans la nature. C'est pas un cristal comme ça tout taillé qui va jaillir de terre et venir sur les étals des marchands. Votre pierre brute, elle va être prise dans ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire un autre minéral qui va l'englober et lui donner naissance, comme le ventre de la maman, d'où le terme matrice. 78% des matrices minérales sont en calcaire. Voilà.
Donc le calcaire n'est pas du tout nocif pour les pierres. Alors évidemment, si on les essuie bien derrière, parce que le calcaire va avoir cette tendance à laisser des petites traces blanches si on laisse sécher, qui ne sont pas nocives pour les pierres, parce que voilà, les pierres elles sont déjà connues du calcaire pour la plupart. Vous avez des pierres comme le quartz, l'améthyste, la citrine, la calcite, etc., qui naissent en grande partie dans des matrices en calcaire. Il y en a pléthore d'autres. Donc elles en ont déjà vu du calcaire en général, c'est pas les quelques milligrammes qu'on va trouver dans l'eau qui vont les abîmer alors qu'elles ont passé quelques milliards d'années dans une gaine géante en calcaire. On est d'accord. Donc non, le calcaire il abîme les canalisations, le calcaire il va abîmer les verres en cristal de grand-mère, il va pas abîmer vos pierres si vous les essuyez après. La couche blanchâtre qui se forme dessus, c'est pas de l'usure, c'est pas de la... c'est pas quelque chose qui abîme, c'est une tâche tout simplement. Et si vous essuyez soigneusement vos pierres après les avoir rincées à l'eau du robinet, il n'y aura pas de souci, vos pierres ne vont pas fondre au contact du calcaire. Donc il faut quand même avoir un minimum de recul quand on accuse les gens, surtout quand on les accuse de façon aussi virulente et aussi agressive, sans dire bonjour ni merde ni chier pour parler crûment, et en me disant à la fin vous avez fait une faute avec 10 000 points d'exclamation, comme si j'avais propagé une erreur monumentale. Non, je sais comment ça marche. L'eau du robinet ne rongera pas vos pierres. Au contraire, certaines eaux de source vont avoir des acides à l'intérieur. Les eaux de pluie aussi vont avoir des acides qui, eux, sont extrêmement agressifs. Vous avez des eaux de pluie qui vont pouvoir ronger certaines pierres, mais vraiment. Des eaux de sous-sol aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on les enterre aussi, pas les enterrer trop profondément, parce qu'on a des nappes phréatiques entièrement naturelles qui sont extrêmement acides et qui, elles, peuvent ronger assez cruellement les pierres. N'oublions pas qu'il y a des matières naturelles tout à fait, comme le cyanure par exemple, qui ne sont pas tout à fait bonnes pour la santé. Tout ce qui est naturel n'est pas nécessairement parfait, bien au contraire. Et le calcaire est une matière naturelle, soit dit en passant. Donc voilà, il faut avoir quand même un petit peu de recul quand on pratique. Quand on fait ce genre de choses, c'est vrai que l'eau de pluie c'est plus classe, c'est plus joli que l'eau du robinet, mais en fonction du lieu où on habite, c'est pas toujours terrible. Buvez-en, vous verrez. C'est toi qui m'as mis ce commentaire pour l'enlever précipitamment. Fais-toi un verre d'eau de pluie et bois-le derrière. Fais-toi un verre d'eau du robinet, bois-le derrière, on verra ce qui te conviendra le mieux. Donc sans animosité aucune, mais voilà, j'ai trouvé la démarche un petit peu limite, surtout d'enlever ce commentaire juste après l'avoir posté. Sans doute pour pas que j'y réponde, je ne sais pas. Donc j'ai voulu y répondre quand même parce que je pense qu'effectivement, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui se disent oh là là, le calcaire ça doit être mauvais pour les pierres. Non, le calcaire c'est une matière minérale dans laquelle la plupart des pierres trouvent naissance, donc c'est pas quelque chose de nocif. Évidemment, au point de vue esthétique, cette couche blanche elle est pas terrible, elle est pas jolie, et c'est pas de l'usure, et c'est pas quelque chose qui détruit la pierre énergétiquement, bien au contraire. Donc voilà, c'est comme si, disons que imaginez un petit peu un adulte recouvert de sang. C'est pas joli, ça va pas lui faire du mal, parce qu'il en est constitué, et parce que quand il est né, il était recouvert de sang, et que dans le ventre de sa mère, il a été environné de liquide amniotique dans lequel circule du sang. Donc toutes les substances qui nous paraissent pas jolies, et qui nous paraissent sales, ne sont pas forcément des substances nocives, on le rappelle bien. On a tendance un petit peu à édulcorer pas mal de choses, même la terre des pots de nos plantes. Moi, combien de fois on m'a dit oh là là, mais ta terre elle a de la mousse et il y a des mauvaises herbes. Oui, il y a des mauvaises herbes dans mon potager, oui. Et mon potager survit aux canicules parce qu'il y a des mauvaises herbes dedans. Donc c'est pas forcément des mauvaises choses. Donc on se renseigne un petit peu et on voit un petit peu comment ça marche et surtout on fait en fonction de ce qu'on ressent. Voilà en tout cas pour cette foire aux questions. Donc, comme d'habitude, si vous en avez de nouvelles, vous pouvez les poster dessous, vous pouvez me les envoyer par mail, via le blog. Là, j'ai pas tout mis volontairement parce que ça fait déjà très long, mais à une demi-heure. Donc, bravo de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!